Bonjour tout le monde, on va commencer un nouveau chapitre qui est le chapitre numéro 3 qui est intitulé Fonctions et procédures. Donc on va voir comment on va déclarer, on va comprendre tout d'abord c'est quoi les fonctions, c'est quoi les procédures et comment on va les déclarer dans un programme principal. Donc, notre plan de ce cours c'est réparti en 7 parties. Donc, on va voir les sous-programmes. C'est quoi un sous-programme? Après, on va voir la notion des fonctions. Après, la notion des procédures. Après, on va comprendre la portée d'une variable, les paramètres formels et les paramètres effectifs. On va comprendre la différence entre ces deux paramètres. Après, on va comprendre dans la 6e partie la transmission de paramètres. Et enfin, la dernière partie, comment on va traduire ces notions en programmation C. Donc, l'objectif de ce cours est de comprendre la notion des fonctions, des procédures, qui sont des éléments qui sont essentiels dans l'algorithmique et la programmation, bien évidemment. Ils permettent d'organiser le code de manière modulaire, c'est ça leur premier objectif, et de réutiliser le code. Donc avec cette manière modulaire, on peut réutiliser le code, de le rendre plus lisible et plus facile à maintenir. On va commencer par les sous-programmes. Donc, pour résoudre un problème, il faut le décomposer en sous-problèmes. Donc, c'est ça la philosophie des sous-programmes et de la décomposition. Donc, on parle d'analyse descendante. Donc, cette approche incrémentale consistant à analyser la spécification d'un problème selon son arborescence. Donc, si on a un problème, on peut le décomposer en plusieurs sous-problèmes et chaque sous-problème, on peut le composer en des sous-autres problèmes. Donc, c'est ça la décomposition. Et on va voir la combinaison. Donc, à chaque niveau de l'arborescence, donc c'est ça une arborescence, décomposer le problème en un certain nombre de sous-problèmes qu'on supposera résolus. Donc après, on va combiner les solutions des sous-problèmes pour résoudre le problème courant. Donc si on a un problème ici à ce niveau, donc on doit résoudre ces sous-problèmes, ces petits sous-problèmes. On va les combiner pour résoudre ce petit problème. Et après, on va résoudre ce problème courant avec la résolution des sous-problèmes dans le niveau qui suit. Et c'est comme ça la décomposition des problèmes. C'est même pas en informatique, c'est même dans plusieurs projets, on décompose pour résoudre. Donc, bien sûr, on utilise ceci dans la résolution des programmes informatiques pour donner une simplicité à la résolution d'un problème. Pour bien comprendre ceci, on va faire un exemple. Donc, résoudre ce problème. Donc, écrire un programme qui affiche les nombres parfaits compris entre 0 et une valeur n saisie par l'utilisateur. On rappelle qu'un nombre parfait, c'est un nombre où est égal, où la somme de ses diviseurs est égale à ce nombre. Donc, bien sûr, à l'exclusion du nombre lui-même. Comme par exemple le nombre 28, c'est un nombre parfait parce que tous ses diviseurs, la somme de tous ses diviseurs est égale à ce nombre. Donc, on va décomposer ce programme en petits problèmes ou ce problème en petits problèmes pour résoudre ce programme. Donc, on va demander à l'utilisateur de saisir un entier. Tout d'abord, on va saisir un entier n. Puis, savoir si un nombre donné est parfait. Puis, on va savoir si ce nombre est parfait ou non. Pour ceci, on doit décomposer encore ce petit problème en deux sous-problèmes. Petit 1, savoir si un nombre est diviseur d'un autre nombre. Et après, calculer la somme des diviseurs d'un nombre. Donc, pour savoir qu'un nombre est un
nombre parfait ou non, on doit savoir tous les diviseurs et après on va calculer la somme des diviseurs. Et après on va décider que c'est un nombre parfait ou non. Après, on va afficher le nombre parfait entre 0 et n, le n qu'on a déjà saisi. Donc, on a décomposé notre programme en 3 petits problèmes ou petits programmes. Et aussi, dans petit 2, on a décomposé. C'est comme pour résoudre un problème mathématique, c'est comme ça. Donc, toujours on résout le problème le plus petit et après on monte dans l'arborescence. Donc, chacun de ces sous-problèmes devient un nouveau problème à résoudre. Donc, aussi, les sous-problèmes, ce sont des problèmes qu'on doit résoudre tout d'abord. Si on considère que l'on sait résoudre ces sous-problèmes, donc alors on sait quasiment résoudre le problème initial. Donc, si on sait résoudre les petits problèmes déjà décomposés, c'est revient la même chose à résoudre le problème, le grand problème ou le problème initial. Donc, écrire un programme qui résout un problème revient toujours à écrire des sous-programmes qui résolvent des sous-parties du problème initial. C'est ça donc le concept des sous-programmes. En algorithmique, il existe deux types de sous-programmes. Donc, on va donner des noms à ces sous-programmes. On va les appeler les fonctions et les procédures. On va voir c'est quoi la différence. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les fonctions, les procédures, ce sont des sous-programmes. Donc, en algorithmique et en programmation. Un sous-programme est obligatoirement caractérisé par un nom. Donc, un sous-programme, toujours on donne un nom à ce petit problème ou au petit programme. Mais le nom doit être unique. On ne peut pas donner dans un même programme deux fonctions différentes avec un nom commun. Donc, le nom est identifiant pour la fonction. Le programme qui utilise un sous-programme est appelé le programme appelant. Donc, le programme principal qui va utiliser les sous-programmes qu'on a nommés fonction procédure, on va l'appeler le programme appelant qui utilise ces fonctions. Donc, il va appeler ces fonctions pour résoudre le problème. Donc, comme on a dit qu'il y a deux types de sous-programmes, les fonctions et les procédures. Donc, quelle est la grande différence entre la fonction et la procédure? Donc, une fonction rend un et un seul résultat. Donc, la fonction, elle a des entrées et sorties. Elle peut avoir des données en entrée, c'est-à-dire les entrées, le input, mais elle a un seul résultat en sortie. C'est ça la fonction. Donc la fonction, elle traite les données, entrées, ces données sont entrées comme des entrées et elle va sortir comme sortie un seul résultat. Alors que la procédure, elle peut rendre 0 ou plusieurs résultats. Donc la procédure, elle n'a pas de résultat. 0 ou plusieurs. Elle peut avoir aussi plusieurs résultats. Donc, elle a aussi comme entrée des données en entrée. Elle traite ces données et elle peut avoir 0 ou plusieurs résultats en sortie. Donc, c'est ça la différence entre la fonction et la procédure. La fonction, un seul résultat en sortie. La procédure, 0 ou plusieurs résultats. Donc, il y a une grande différence entre ces deux sous-programmes. On va détailler maintenant de plus les fonctions et les procédures notamment. On va commencer par, dans la partie 2, les fonctions. On va voir comment on va déclarer, comment on va appeler les fonctions dans le programme principal ou le programme appelant et tout ceci illustré avec des exemples. On va commencer par la déclaration d'une fonction. Donc, comment on va déclarer une fonction? Donc, il y a un syntaxe bien défini. Donc, on écrit le mot-clé fonction. Après, ici, ça dépend du programme. Donc, nom de la fonction, toujours, il est un nom significatif. Entre parenthèses, on met les paramètres et leur type. Donc, on va voir c'est quoi les paramètres de la fonction. Et deux points, type valeur de retour de la fonction. Donc, la fonction, il y a un traitement ici. Il y a une expression à retourner.
Donc, le type de cette expression va être représenté par le type de cette expression va être écrit ici. Après, on va déclarer les variables locales qu'on va utiliser lors de traitement de la fonction. Après début, c'est comme dans la fonction, c'est comme dans le programme principal, il y a début et fin. Mais ici, fin fonction. Donc début, fin fonction et il y en a les instructions à faire. Mais dans la fonction, on doit écrire retourner et l'expression finale qu'on va retourner. Donc la fonction toujours retourne une valeur ou un résultat avec un type qu'on le mentionne ici. Donc comme on a dit, type valeur retour fonction, c'est le type de résultat renvoyé par la fonction. Donc au début de la fonction, on a déclaré le nom, le type. Donc le type doit être le type de résultat renvoyé par la fonction, parce que la fonction va renvoyer à la fin avec retourner, une expression finale, et cette expression doit avoir un type, donc le type de cette expression doit être déclaré au début de la fonction. On a la liste des paramètres, donc c'est très important, les paramètres. Donc ces paramètres sont la liste des paramètres formels. On va voir pourquoi on l'appelle formel, parce qu'il y a des paramètres formels et des paramètres effectifs. Formels, donnés en entrée avec leur type de la forme, P1 par exemple, type 1, virgule, jusqu'à Pn type n. Donc on peut avoir plusieurs paramètres. Une fonction peut avoir un seul paramètre, deux paramètres, trois paramètres, n'importe quel nombre de paramètres. Ces paramètres sont formels, c'est-à-dire comme en mathématiques, on a par exemple une équation, il y en a x plus y, par exemple x plus y est égal à 0, par exemple une équation. Donc x et y sont des variables muettes, on parle de variables muettes. Donc ces variables qui peuvent avoir plusieurs après valeurs. Qu'on peut par exemple x donner 1, x après on peut donner 2, c'est la même chose. Paramètres formels, c'est-à-dire les paramètres qui déclarent la fonction. Ce ne sont pas les paramètres effectifs qu'on va les utiliser au cours de l'exécution. Ce sont des paramètres, c'est comme des noms de variables. On va les utiliser pour déclarer la fonction. On va voir après la différence entre paramètres effectifs, c'est-à-dire effectif, ce qu'il va le programme l'utiliser au cours de traitement. Après, le corps de la fonction doit comporter une instruction de la forme retourner expression. On a dit que retourner pour donner enfin la valeur ou le résultat de la fonction. Cette instruction met fin à l'exécution de la fonction et retourne expression comme résultat. Donc, à la fin de la fonction, on doit retourner le résultat. Donc, à part retourner. Après, dans l'appel de cette fonction, donc le programme principal va utiliser cette expression. Donc, pour mieux comprendre, comme d'habitude, on doit faire des exemples. Donc, voici un exemple d'une fonction qui renvoie la moyenne de deux entiers. Donc, on va écrire fonction moyenne, on doit toujours donner un nom significatif. Donc, cette fonction va chercher la moyenne de deux entiers. Donc, on écrit moyenne. On ouvre des parenthèses. Donc, il nous a dit de chercher la moyenne de deux entiers. Donc, les paramètres formels qu'on doit utiliser, deux paramètres A et B. Donc, A, deux points entiers, donc de type entier, virgule B, de type entier. Deux points réels. Réel, c'est quoi? C'est le type de la valeur du résultat renvoyé par cette fonction. Donc, cette fonction cherche à donner une moyenne de deux entiers. Donc, nécessairement, la moyenne est un réel. Donc, le résultat doit être un réel. Donc, ce type est le type de retour de la fonction moyenne. Après, on va déclarer les variables qu'on va utiliser lors du traitement. Donc, moi, on a donné une variable qu'on l'appelle moi, de type réel. Donc, moi,
on l'affecte, donc la moyenne de 2 entiers, c'est simple, a plus b sur 2, donc on a 2 entiers, donc sur 2. Donc a plus b sur 2, on l'affecte à la variable moy. Et qu'est-ce qu'elle va retourner, cette fonction? Elle va retourner moy. Donc moy, c'est la valeur de retour de la fonction qui est une moyenne de type réel. Et fin fonction. Donc la fonction toujours retourne ou un résultat. On va faire un autre exemple. Donc on va écrire une fonction qui renvoie le maximum de 2 réels. Donc cette fois-ci, on va chercher le maximum de 2 réels. Donc notre fonction s'appelle maximum. Elle a besoin de 2 paramètres a et b qui sont 2 réels et elle va retourner comme type un réel parce que le résultat va être a ou b. Donc le maximum entre deux entiers a et b, c'est a ou b. Donc le maximum, si a est supérieur ou égal à b, donc retournez a, donc le résultat c'est a de type réel. Sinon, c'est-à-dire a inférieur strictement à b, retournez b. Donc le maximum, c'est logique, donc si a est supérieur à b, le maximum c'est a, sinon retournez b, donc le maximum est b. Les structures conditionnelles, si la structure conditionnelle si, et fin fonction. Donc ici, notre fonction cherche ou renvoie le maximum de 2 réels. Donc nos paramètres formels sont a et b, de type réel, et cette fonction renvoie un réel. Donc si a supérieur à b, elle va renvoyer a. Si a inférieur strictement à b, elle va retourner b. Tout simplement. Maintenant, on va comprendre comment se fait l'appel d'une fonction. Donc, après qu'on a déclaré nos fonctions, on va l'appeler dans notre programme principal, que le programme principal va l'utiliser avec des paramètres effectifs, c'est-à-dire avec des paramètres réels, si vous voulez, c'est-à-dire que le programme va l'utiliser effectivement. Donc l'appel d'une fonction se fait par simple écriture de son nom dans le programme principal. Donc on va écrire le nom de la fonction si on veut appeler cette fonction, suivi des paramètres entre parenthèses. Donc toujours la fonction suivie avec les parenthèses. Donc les parenthèses sont toujours présentées même lorsqu'il n'y a pas de paramètres. Même si qu'on n'a pas de paramètres, on doit, parce que parfois les fonctions peuvent avoir 0 paramètre. Donc toujours on met des parenthèses, quel que soit. C'est comme ça la syntaxe. Après, la liste de paramètres est la liste des paramètres effectifs. Dans le programme principal, donc nos paramètres vont être les paramètres effectifs de la forme Q1 jusqu'à Qn. Donc ça dépend du nombre de paramètres formels qu'on a déclarés lors de la fonction. On va mettre le même nombre du paramètre effectif que le programme va l'utiliser, avec le même type que déjà déclaré lors de la déclaration de la fonction. L'appel de la fonction retourne une valeur calculée en fonction des paramètres effectifs, c'est-à-dire par les paramètres qu'on veut utiliser dans le programme principal. La liste des paramètres effectifs doit être compatible avec la liste des paramètres formels de la déclaration de la fonction, c'est-à-dire compatible. C'est-à-dire, si lors de la déclaration de ma fonction, j'ai mis 2 paramètres, je dois, dans l'appel de la fonction, je dois mettre 2 paramètres effectifs. Si j'ai mis lors de la déclaration de la fonction 2 paramètres de type, par exemple, entier, je dois mettre dans l'appel les paramètres de type entier. Je ne peux pas changer de type. Donc, c'est-à-dire la compatibilité lors de l'appel de la fonction. Donc, les paramètres effectifs, ce sont les paramètres que le programme va utiliser lors de traitement. Lors de l'appel, chacun des paramètres formels
est remplacé par le paramètre effectif. C'est ce qu'on a déjà dit. Donc, lors de la déclaration, ce sont des paramètres formels. Après, on doit les changer par des paramètres effectifs ou, si vous voulez, réels, qu'on va les utiliser réellement. On va passer à l'appel d'une fonction et la syntaxe de cet appel. Donc, pour l'appel d'une fonction, il se fait par simple écriture de son nom dans le programme principal. Le résultat étant une valeur, devra être affecté ou être utilisé dans une expression. Pour comprendre ceci, on doit faire un exemple. Donc, par exemple, on a le programme principal ici et la fonction qu'on va utiliser ou qu'on va l'appeler, on va la déclarer ici. Donc, exemple, on a une fonction qui retourne un booléen, c'est-à-dire elle teste si un nombre ici, donné en paramètre, s'il est pair ou non. Donc, fonction pair, on va l'appeler pair, avec un paramètre n comme entier, il va retourner booléen comme valeur ou résultat. Début, directement, on peut, dans une seule ligne, on peut écrire le résultat. On peut faire ci avec une variable et tout ceci, mais on peut faire comme ça, directement retourner, entre parenthèses, ce test de résultat. Donc n, le reste de la division n par 2, ça nous donne 0. Si le reste ou le modulo de n par 2 nous donne 0, c'est-à-dire vrai, donc c'est un entier qu'on a testé, c'est un entier pair. Donc elle va retourner vrai pour ceci. Donc vrai ou faux. Donc si pair vrai, si faux, c'est-à-dire que le nombre n'est pas pair. Comment maintenant ce qui nous compte, comment appeler cette fonction? On a un programme principal appelé appel fonction, par exemple, avec des variables qu'on va utiliser localement, C et B par exemple, C réel et B booléen. Début, par exemple, on va tester ce nombre, si un nombre pair ou non. Donc, on va, ou bien c'est pas testé, on va affecter le résultat de cette fonction et on va l'affecter à cette variable. C'est plus précisément comme ça. Donc, on a appelé à la fonction pair. Donc, mais on a mis 3 ici. 3. Pourquoi 3? Parce que 3, c'est le paramètre effectif qu'on va l'utiliser lors de l'appel. 3 va remplacer quoi? Va remplacer n, qui est formel ici. Donc, c'est comme en équation, si on a x plus y, comme équation, on va la restituer les valeurs, par exemple 1 ou 2, par exemple. C'est comme ça. Donc, lors de l'appel, pair 3, le paramètre formel n est remplacé par le paramètre effectif 3. Ok? Donc dans l'appel d'une fonction, on doit remplacer le paramètre formel par le paramètre effectif. On va faire un autre exemple. Donc, on va déclarer une fonction qu'on va appeler minimum 2. Elle prend comme paramètre formel deux entiers A et B, donc de type entier, et elle va retourner la fonction un type entier. Donc, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va comparer deux entiers. Si A supérieur ou égal à B, alors retournez B. Donc, parce qu'on veut chercher le minimum. Donc, le minimum ici, c'est B. C'est pourquoi on va retourner B. Sinon, c'est-à-dire A inférieur strictement à B, on va retourner A. Fin si et fin fonction. Donc, notre fonction cherche le minimum de deux entiers. On va appeler cette fonction dans le programme principal ici, ici on n'a pas un programme principal, on a une autre fonction. Donc on peut appeler une fonction dans une autre fonction. Donc la deuxième fonction, elle va chercher le minimum entre trois entiers, cette fois.
Donc c'est pourquoi on va appeler minimum 3. On va utiliser 3 paramètres ABC comme entier. Il va retourner, la fonction minimum 3 va retourner un type entier. Qu'est-ce qu'elle va retourner cette fonction? Elle va utiliser la fonction minimum 2. Donc on a dit que le minimum 2 va utiliser deux entiers. Donc c'est pour ça elle va utiliser A. Et B, C, elle va l'utiliser dans une autre fonction que le minimum 2. Donc, on cherche le minimum entre B et C. Après, on va l'utiliser, ce minimum, avec A dans la fonction minimum 2. Donc, minimum 3, elle a utilisé 2 fois, elle a appelé 2 fois la fonction minimum 2. Une fois pour chercher le minimum entre B et C. Après qu'elle a cherché le minimum entre B et C, elle va l'utiliser ce retour de cette fonction avec A pour chercher le minimum entre A et ce retour. Elle a utilisé le minimum 2 pour cela. Donc minimum 3, elle a appelé 2 fois la fonction minimum 2. On va passer maintenant à la notion des procédures. Pour cela, on va commencer par la déclaration. Comment on déclare une procédure? Une procédure, tout d'abord, c'est un sous-programme semblable à une fonction. Donc, on a dit au début du chapitre que la fonction et la procédure, ce sont des sous-programmes. Donc, il y a une différence entre fonction et procédure. On a dit que la fonction, elle a un seul résultat et la procédure peut avoir 0 ou plusieurs résultats. Donc, c'est ça la différence. Donc, on a dit que la procédure semblable à une fonction mais qui ne retourne rien. Donc, la procédure, c'est un cas particulier de fonction qui ne retourne rien. Une procédure s'écrit en dehors du programme principal sous la forme. Donc, ici la déclaration, on met le mot-clé procédure. Nom de la procédure, toujours le nom, il est significatif. Donc, parenthèse, il y en a des paramètres. On peut avoir des paramètres comme on ne peut pas avoir des paramètres. Les variables locaux qu'on va les utiliser lors de la procédure et début, fin procédure, les instructions. C'est comme là, ici la fonction, mais on n'a pas retourné quelque chose et on n'a pas ici le type de retour parce que une procédure peut ne pas avoir de résultat, c'est-à-dire du paramètre de retour ou résultat de retour ou une valeur de retour. Donc, maintenant, on va voir l'appel de la procédure. L'appel d'une procédure se fait dans le programme principal ou dans une autre procédure par une instruction indiquant le nom de la procédure. C'est comme on a fait pour la fonction, donc, mais il y a juste une petite différence. Donc, on va déclarer la procédure, par exemple ici, on va donner le nom, l'exemple proc, fin procédure. Et après, on a l'algorithme principal et qu'on va appeler la procédure déjà déclarée. Donc, on peut la mettre ici avec le nom de la procédure. Mais juste une remarque, contrairement à l'appel d'une fonction, on ne peut pas affecter la procédure appelée. Donc, on ne peut pas faire une affectation comme on a fait tout à l'heure avec la fonction pair. Ou la fonction minimum, ou l'utiliser dans une autre expression. Donc, on ne peut pas l'utiliser dans une expression. Donc, la procédure, c'est ça la différence entre l'appel d'une fonction et l'appel d'une procédure. On va voir dans la quatrième partie la portée d'une variable. Donc, c'est quoi la portée d'une variable? La portée d'une variable, c'est l'ensemble des l'ensemble des sous-programmes où cette variable est connue. Donc, les instructions de ce sous-programme peuvent utiliser ces variables. C'est ça la définition d'une portée d'une variable, c'est-à-dire où cette variable est connue, où on peut l'utiliser. Une variable définie au niveau du programme principal, celui qui va résoudre le problème initial, est appelée variable globale. Donc, une variable utilisée dans le programme principal, elle est appelée variable globale.
Sa portée, c'est-à-dire la variable globale, est totale. Tout sous-programme du programme principal peut utiliser cette variable. Donc, si on a déclaré dans le programme principal des variables, les sous-programmes comme procédure ou fonction les utiliser. Donc, la portée d'une variable globale est totale. Une variable définie au sein d'un sous-programme est appelée variable locale. Donc, comme son nom l'indique, donc locale au sous-programme. Donc, la portée de cette variable locale est uniquement dans le sous-programme qui la déclare uniquement. C'est pas comme la variable globale qui est utilisée, qui a la portée totale. Donc, les variables locaux ou locales sont utilisés uniquement dans les sous-programmes. Passons maintenant à la cinquième partie où on va voir la différence entre les paramètres formels et les paramètres effectifs. Donc, comme on a dit où on a déclaré les fonctions et les procédures, donc on a dit que les paramètres, tout d'abord les paramètres servent à échanger les données entre le programme principal ou le sous-programme appelant et le sous-programme appelé. Donc c'est ça le but principal des paramètres. Donc les paramètres qui sont les variables ou les données qu'on peut les mettre entre parenthèses au cours de la déclaration de ce programme. On a dit qu'il y en a des paramètres formels et des paramètres effectifs et j'ai expliqué au début du cours la différence. Mais on va voir encore. Donc les paramètres placés dans la déclaration d'un sous-programme sont appelés des paramètres formels. On a dit que lors de la déclaration d'une fonction, les paramètres de déclaration sont des paramètres formels, c'est-à-dire ces paramètres peuvent prendre toutes les valeurs possibles, mais ils sont abstraits, n'existent pas réellement. Donc, c'est-à-dire ces paramètres ne vont pas être exécutés réellement dans le programme principal. Je sais juste pour écrire l'algorithme et comprendre comment ça fonctionne l'algorithme. Donc, ces paramètres vont être des paramètres effectifs lors d'utilisation de cette fonction dans le programme principal. Donc, les paramètres placés dans l'appel d'un sous-programme sont appelés paramètres effectifs. Donc, quand on appelle cette fonction dans le programme principal, on met des paramètres, par exemple des nombres 3, 5, je ne sais pas. Ces paramètres vont être les paramètres effectifs qui vont être exécutés et qui vont être effectués. Donc, ils contiennent les valeurs pour effectuer le traitement. Donc, c'est ça la différence entre formel et effectif. Formel, c'est juste pour la déclaration et effective pour l'exécution. Le nombre de paramètres effectifs doit être égal, comme on a dit déjà, égal, c'est-à-dire si vous avez déclaré une fonction avec 3 paramètres, donc les paramètres effectifs lors de l'appel doivent être 3 au nombre de paramètres formels. L'ordre aussi, c'est très important. Donc, l'ordre, c'est consécutif. L'ordre et le type aussi des paramètres doivent correspondre. Donc aussi le type c'est très important. Si vous avez déclaré 2 entiers, par exemple dans les paramètres formels, vous allez appeler dans le programme principal des paramètres effectifs de type entier. Vous ne pouvez pas appeler des fonctions avec des paramètres qui ne sont pas entiers si vous avez déjà déclaré la fonction avec le type entier. C'est très important. Passons maintenant à la transmission des paramètres. Donc, il existe 2 modes de transmission de paramètres dans les langages de programmation. Il y en a la transmission par valeur et la transmission par adresse ou par référence. Donc, la transmission par valeur, les valeurs des paramètres effectifs sont affectées aux paramètres formels, correspondant au moment de l'appel de la procédure ou de la fonction. Dans ce mode, le paramètre effectif ne subit aucune modification.
Donc, c'est ça la transmission par valeur. C'est comme on a vu tout à l'heure dans l'exemple de la fonction minimum et de la fonction pair. Donc, il y a une copie de paramètres effectifs dans les paramètres formels. Alors que la transmission par adresse ou par référence, les adresses des paramètres effectifs sont transmises à la procédure appelante. Dans ce mode, le paramètre effectif subit les mêmes modifications que le paramètre formel lors de l'exécution de la procédure. On va voir dans les exemples du programme C. Donc, c'est ce genre de transmission par adresse qu'on va l'appeler des pointeurs. Donc, remarque que le paramètre effectif doit être une variable et non une valeur. Lorsqu'il s'agit d'une transmission par adresse, donc ceci on va voir dans la partie où on va voir les pointeurs. Ok? Donc, on va commencer par le passage d'arguments ou de paramètres dans une fonction. Donc, les arguments ou les paramètres, c'est la même chose. Passage des paramètres par valeur en entrée. Donc, les paramètres formels sont initialisés par une copie des valeurs des paramètres effectifs. Donc, comme on a dit, donc, lors de l'exécution, donc, la fonction va copier les paramètres effectifs dans les paramètres formels de la fonction. Modifier la valeur des paramètres formels dans le corps de la fonction ne change pas la valeur des paramètres effectifs. Donc, s'il y a un changement de valeur des paramètres formels, ça ne change pas la valeur des paramètres effectifs lors de l'exécution, bien sûr. Donc, voici un exemple ici de passage d'argument dans une fonction. On a un algorithme qu'on va l'appeler exemple 1. On a des variables et on va utiliser la fonction ici, une fonction qu'on va l'appeler ABS qui cherche la valeur absolue d'un entier. Donc, on a fait ce genre de programme de recherche de la valeur absolue. Donc, mais cette fois-ci, c'est une fonction. Donc, la fonction ABS prend comme paramètre un entier de type entier et là comme type de retour entier. Donc, les valeurs locaux qu'elle va utiliser, valeur absolue, elle l'a appelée valeur absolue, de type entier début. Si un entier est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif, alors la valeur absolue reçoit, on l'affecte l'entier tel qu'il est. Donc, s'il est positif, sa valeur absolue, elle est la même. Sinon, c'est-à-dire cet entier est strictement inférieur à 0, c'est-à-dire négatif. Donc, la valeur absolue va être l'opposé, c'est-à-dire le moins de cet entier qui est déjà négatif, donc moins par moins plus. Donc, on l'affecte à la valeur absolue. Fin si, donc la fonction va retourner valeur absolue. Donc, la valeur absolue va être suivant ces conditions. Donc, valeur de retour est de type entier de cette fonction et fin fonction. Maintenant, on retourne au corps du programme principal qui est exemple 1. Donc, ici, on va écrire, on va entrer un entier, on va afficher dans l'écran un entier. Il va lire A, c'est-à-dire on a saisi du variable A et on va affecter A à B. ABS A, on va appeler la fonction ABS, mais on a donné un paramètre effectif maintenant A qu'on a déjà saisi par le clavier. Et donc, A ici va être copié dans le paramètre formel de la fonction. Elle va faire le traitement de cette fonction. Il va retourner la valeur absolue et la mettre ici dans la variable B. Donc, c'est ça le passage par valeur. Et enfin, on va afficher la valeur absolue de A et B. Et B ici en majuscule. Hein. Donc, et B, parce que le nom de la variable est B ici. Hein. Donc,
Lors de l'exécution de la fonction ABS, la variable a et le paramètre un entier sont associés par un passage de paramètres en entrée. La valeur de A est copiée dans un entier, donc comme on a dit. Donc A va être copié ici, il va faire l'exécution, il va retourner la valeur qui va être affectuée à B. Donc c'est un passage par valeur et en entrée du paramètre. On va voir maintenant passage d'argument dans une procédure. Donc les procédures, comme on a dit, sont des sous-programmes qui ne retournent aucun résultat. On n'a pas retourné, on n'a pas un type de retour. Par contre, elles admettent des paramètres avec des passages. Donc on peut avoir dans les paramètres, donc les sorties et les sont dans les paramètres. On peut avoir en entrée des passages en entrée préfixés par entrée ou grand E, en sortie préfixés par sortie ou S, en entrée-sortie préfixés par entrée-sortie ou E/S. Les paramètres en entrée sont considérés comme paramètres passés par valeur, comme dans les fonctions, et les paramètres en sortie ou en entrée-sortie sont considérés comme paramètres passés par adresse ou par référence. On va voir comment les utiliser ce genre de paramètres. Donc ici on a vu la déclaration, mais ici on va voir la déclaration plus en détail. Si on peut avoir des paramètres en entrée ou sortie ou en entrée-sortie ou tout ce genre de paramètres. Donc d'une façon générale, donc la procédure est déclarée comme suit. On écrit le mot-clé procédure, un nom de procédure significatif, on ouvre les parenthèses, si on a des paramètres en entrée, on précède par E, point virgule, si on a des paramètres sortis, en sortie, on va mettre S et ses paramètres, point virgule, si on a des entrées-sorties, on peut mettre les paramètres en entrée-sortie. On déclare nos variables locales, début, instruction de la fonction et fin, procédure. Donc c'est ça la déclaration générique d'une procédure. Et on appelle une procédure comme une fonction en indiquant son nom suivi des paramètres entre parenthèses. Donc on peut appeler une procédure comme une fonction juste en indiquant son nom et suivi des paramètres entre parenthèses. Comme on a dit, la procédure c'est un cas particulier d'une fonction. Donc voici un exemple de procédure et d'appel de ces procédures dans un programme principal. Donc on a notre programme principal appelé exemple. Donc on va déclarer des entiers, entier 1, entier 2, entier 3. Et le min, le max, ce sont des entiers. On va utiliser des fonctions minimum 2. On a déjà déclaré avant. Donc le minimum 2 qu'on a déjà fait prend deux paramètres. On va utiliser la fonction minimum 3 qu'on a déjà fait tout à l'heure, qu'elle utilise deux fois l'appel de minimum 2. Et on va utiliser une procédure appelée calculer min-max qui va prendre en entrée ABC. Elle va prendre en sortie min 3, max 3. Donc cette procédure cherche le minimum et le maximum. Donc dans cette procédure, on va effectuer min 3, la fonction minimum 3 déjà déclarée ici, et en max 3, on va l'affecter à la fonction maximum 3 ABC. Donc il faut aussi déclarer une fonction appelée donc je ne peux pas écrire bien, donc maximum comme le minimum, juste elle cherche le maximum, hein. Donc aussi il faut déclarer et écrire le corps d'une fonction appelée maximum 3 qui utilise aussi comme le minimum 3 exactement juste
elle va chercher le maximum. Donc dans maximum 3 aussi, elle va utiliser maximum 2 dans le corps de la fonction maximum. Donc cette procédure qui calcule le min et le max va utiliser la fonction minimum 3 et maximum 3 déjà déclarée. Donc notre procédure, elle va chercher le minimum maximum. Elle va avoir des sorties min 3, max 3. Donc on va écrire notre programme principal. Donc écrire ou afficher entrer 3 entiers. On va lire entier 1, lire entier 2, lire entier 3. On va saisir 3 entiers. Après, on va calculer min, max 3. On va appeler cette procédure. Donc, mais avec des paramètres effectifs. Donc, avec les effectifs qui sont donnés par le clavier. Entier 1, entier 2, entier 3. Donc, et elle va sortir des paramètres min et max comme sortie. Après, on va afficher la valeur la plus petite et min, qui est d'ici, donc vient du résultat de sortie de cette procédure. Et le max est aussi vient du sortie de cette procédure. Donc cette procédure, elle va utiliser les fonctions minimum 3, maximum 3. Et au lieu de faire ABC, elle va substituer A par entier 1, B par entier 2, 3 et C par entier 3. Donc, vous voyez ici l'imbrication de l'appel de la procédure dans le programme principal à qui cette procédure va appeler d'autres fonctions et ainsi de suite. Donc, on peut appeler plusieurs choses en même temps et comme ça, le programme principal, ça devient plus simple que d'écrire un programme plus grand. Il va être peut-être des ambiguïtés de variables. Donc, il faut bien décomposer votre programme principal en des petits programmes comme ici. Donc, on a décomposé en procédure min-max qui est aussi qui utilise d'autres fonctions qu'elle appelle aussi d'autres fonctions. On va prendre un deuxième exemple. Donc, on a notre programme principal appelé exemple 2 qui va déclarer une procédure appelée échanger et qui va prendre des paramètres des entrées-sorties, c'est-à-dire qu'elle va utiliser comme entrée et sortie en même temps, donc val 1, val 2. Une variable locale à la procédure temps. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette procédure? Elle va échanger deux variables, donc permuter. Donc, c'est un algorithme connu dans l'algorithmique. Donc, on va prendre une variable temporaire qu'on va mettre la valeur, le but de ce programme est de changer la valeur 1 dans la valeur 2 et la valeur 2 dans la valeur 1. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une variable intermédiaire temps pour affecter temporairement la valeur 1. Après, la valeur 1 va prendre la valeur 2. Donc, la valeur 2 va être affectée à la valeur 1. Donc, déjà, on a changé la première valeur. Après, la valeur 2 va prendre le contenu de temp qui est la valeur 1. Donc, val 2 va prendre la valeur 1. Donc, du coup, on a échangé la valeur 1 dans val 2 et val 2 dans val 1. Donc, fin de procédure. Donc, on a le programme principal. Donc, on retourne au programme principal qui va afficher entrée deux entiers. On va lire A et B et on va échanger A et B. Donc, on va appeler la procédure échangée avec des variables effectives A et B qui sont saisies par le clavier. Et on va afficher, donc écrire A, le contenu de A et B, le contenu de B. Donc, ici, on a fait un appel à la procédure par entrée-sortie, par des paramètres entrée-sortie. On passe maintenant à la dernière partie de l'algorithmique en langage C. On va voir ces notions qu'on a vues en langage C.
Donc, la structure d'un programme en C, la décomposition d'un programme en sous-programmes permet d'avoir des programmes plus lisibles. C'est ce qu'on a dit déjà en algorithmique, plus facile à mettre à jour et plus simple à développer puisqu'on ne s'intéresse qu'à une seule tâche à la fois. Donc, le but de décomposer en sous-programmes, en fonctions ou procédures est d'avoir un programme principal, lisible et simple à développer. Un programme en C est une collection de fonctions. Donc, c'est comme en algorithmique. Donc, on va décomposer en fonctions. L'une des fonctions doit s'appeler main. Main, c'est le programme principal de notre programme. L'exécution d'un programme C correspond à l'exécution de la fonction main. Donc, main, c'est la fonction la plus importante dans le programme qui fait l'exécution intégrale du programme. Les autres fonctions sont exécutées si elles sont appelées dans la fonction main. Donc, les autres fonctions, donc les sous-programmes sont appelés dans la fonction main. Attention, faites attention, en langage C, il n'y a pas la notion de procédure. Donc, pour traduire une procédure, on crée une fonction qui ne retourne pas de valeur. On utilise alors le type void comme type de retour. Donc, la notion de procédure, il n'y a pas dans C. C'est une fonction. Donc, la procédure, c'est une fonction en langage C de type void, c'est-à-dire qu'elle ne retourne pas de valeur. Donc, voici comment on déclare une fonction dans un programme, dans le programme C. Donc, cette fonction va délivrer un entier. Donc, le type va être au début, c'est pas comme un algorithmique. Et les paramètres formels sont des entiers aussi. Donc, le type va être avant le paramètre. Donc, cette fonction va calculer la surface d'un rectangle. Donc, on déclare notre fonction entre les paramètres et elle va retourner un type entier. Donc, les variables locaux sont au local, les variables locales int res. Res, c'est-à-dire résultat, est égal largeur fois longueur. Donc, nos paramètres, entrée. Return, c'est comme retourner en algorithmique res. Donc, retourner le résultat de type int. Donc, retourne à l'appelant en délivrant res. Donc, cette fonction, quand elle va être appelée dans le programme principal, elle va retourner res. Donc, ici, si on veut que la fonction est écrite après la fonction main. Parfois, on peut développer la fonction après le programme principal. Donc, juste ici, il faut donner son prototype en tête avant cette dernière. Donc, si on va écrire notre programme principal C, include studio.h. Donc, on va déclarer au début le prototype de la fonction, juste son nom, les paramètres et le type. C'est tout. On ne va pas détailler la fonction. Le détail va être à la fin du programme main. Donc, on peut faire ceci, mais juste, il faut donner son prototype. On a une autre fonction void message, donc elle n'a pas de valeur de retour. Donc, void main, donc c'est une fonction principale. Donc, on ouvre les accolades. Int L and L et L sur, donc ce sont les variables locaux global, pardon, ce sont les variables globales de la fonction main. Message, donc c'est la fonction qui affiche, donc ici aussi on a juste mis le prototype de cette fonction, après elle va être déclarée ici, elle va juste afficher, saisir une valeur. Donc, saisir une valeur, scanf, donc elle va donner donc en clavier la valeur du largeur. Après message, c'est-à-dire saisir une valeur, elle va saisir la largeur, la longueur maintenant. Donc, longueur et largeur. Après, on va calculer la surface qui va être affectée à la variable surf en appelant la fonction surface qui donnait son prototype ici et elle est déclarée ici. Cette fonction, elle va return
largeur fois longueur. Donc, cette fonction va calculer longueur fois largeur. On peut ne pas mettre des fonctions ici et on peut calculer ici. Mais il y a des programmes, c'est plus compliqué. Il faut décomposer, c'est mieux. Et on peut ces fonctions les réutiliser encore une fois. Donc, il faut mettre des fonctions le plus maximum, le plus possible pour faciliter la lisibilité du programme. Donc ici, on appelle la fonction surface qui est déclarée ici en détail. Donc appel avant déclaration de la fonction surface. Après, le programme va chercher la fonction, il va calculer et retourne ici le résultat. Il va l'affecter dans la variable surf. Et après, on va print. Donc print ici va afficher la surface qui est surf, la valeur surf. Donc ici un autre exemple de la fonction factorielle. Elle est déclarée avant la fonction main. Donc on a le choix d'étaler la fonction après la fonction main ou avant. Donc ici le cas avant, donc on a la fonction factorielle on a déjà fait l'autre fois. Donc elle prend comme paramètre n, valeur de retour un entier. Elle a i et f, les variables locaux. Et elle va faire une boucle pour ou for de 1 à n incrémenté par 1 à chaque fois. Et f reçoit f fois i à chaque fois. Donc i prend 1, après il prend 2, et après 3, ainsi de suite jusqu'à n. Donc factoriel n. Et c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à n. Donc c'est ça la fonction factorielle. Elle va retourner f comme valeur de retour. Donc, c'est ça la fonction factorielle. Après, on va utiliser cette fonction dans le programme principal main. Donc, int x qui va être affecté à factoriel 4. Donc, factoriel 4 va copier 4 dans la fonction fact ici. Elle va faire le saisie et elle va retourner la factoriel 4, le résultat f. Elle va la affecter dans la variable x. La variable y va être affectée fact3 plus fact2. Donc, fact3 va être copié dans le paramètre formel ici, va être exécuté. Il va retourner résultat f. Il va être additionné à factoriel 2, qui est 2 aussi, va être copié ici. Il va être exécuté. Il va donner un résultat. Et enfin, on va faire l'addition et on va l'affecter à y. Et enfin, on va afficher factoriel 5. Donc, voici un exemple d'un appel de fonction. Donc, comme on a déjà dit tout à l'heure, ici, on a un passage de paramètres par valeur dans cet exemple qu'on a déjà vu de factoriel. Donc, là, dans la fonction main, on a int x qui va être affecté à fact 4. Donc, lors de l'appel, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va être? Donc, n va être substitué par 4. N, c'est un paramètre formel. 4, c'est un paramètre effectif, c'est-à-dire qu'il va être exécuté. Donc, 4 va être substitué à n et on va faire cette fonction avec 4. Donc, le résultat 24. Donc, return 24. 24 va être affecté à x. Donc, lors de l'appel, il y a copie des valeurs de paramètres effectifs dans les paramètres formels. Donc, ce passage des paramètres est appelé passage par valeur. Donc, fact4, c'est-à-dire paramètre effectif. Donc, 4, c'est un paramètre effectif lors de l'appel de la fonction. Alors que n, c'est un paramètre formel lors de la déclaration de la fonction. Donc, maintenant, on a bien compris la différence entre paramètres effectifs et paramètres formels. On va voir maintenant le passage par adresse qu'on a déjà dit, qu'il y en a passage par valeur qu'on a déjà compris. Maintenant, on va voir le passage de paramètres par adresse et ce qu'on appelle les pointeurs. Donc, c'est quoi un pointeur? C'est une variable qui permet de stocker une adresse et non pas une valeur. Donc, le pointeur, c'est une variable. Elle a un nom. Généralement, on le donne P, donc le nom du pointeur, donc du variable de pointeur, P pour pointeur. Donc, mais cette variable, dedans,
la valeur de cette variable, on trouve une adresse. Adresse de quoi? Adresse mémoire, parce que nos variables sont des valeurs dans une mémoire. Et la mémoire a des adresses pour y accéder. Lorsque l'on déclare une variable, par exemple un entier i, l'ordinateur réserve un espace mémoire pour y stocker la valeur de i. Donc i, si on déclare une variable i, donc le programme va réserver, ou l'ordinateur va réserver un espace mémoire pour stocker la valeur de i. Par exemple i3, 4, n'importe quelle valeur va être réservée à la mémoire. L'emplacement de cet espace dans la mémoire est nommé adresse. Donc on a dit que n'importe quel espace mémoire est accédé à partir d'une adresse. Par exemple, si on déclare une variable de type entier initialisée à 10, par exemple, comme ici, donc i, elle a comme valeur 10, et que l'on déclare un pointeur p dans lequel on range l'adresse de i. Donc, i a comme adresse 124, dans adresse mémoire, et comme valeur 10. Donc, si on veut déclarer un pointeur p, où on va réserver l'adresse de i, donc 124, donc le contenu de p, c'est 124, c'est une adresse. Et aussi, ce pointeur a de même une adresse. Donc, on dit que P pointe sur I. Donc, le contenu de P va être une adresse qui pointe sur I. Donc, cette adresse qui nous donne l'accès à la valeur I. Donc, ces pointeurs, on va voir la syntaxe. Donc, la déclaration, comment on déclare un pointeur? On déclare une variable de type pointeur en préfixant le nom de la variable par le caractère étoile. Donc, pour déclarer un pointeur P, on doit écrire type après étoile P dans C, dans le langage C. Donc P est un pointeur sur une variable de type type. Donc type, c'est par exemple entier, je ne sais pas. Donc c'est un pointeur sur une variable de type ceci. Donc c'est une adresse. Donc P c'est une adresse. Étoile P, maintenant, si on veut l'utiliser dans le programme. Ici, si on met étoile P dans un programme, elle permet d'accéder à la valeur de la variable pointée. Par exemple, si P pointe sur A, donc étoile P va nous donner le contenu de la variable A. Exemple, si on veut déclarer un pointeur P qui va contenir l'adresse d'un entier. Donc, on va déclarer int étoile P. Donc, cette déclaration signifie que P va contenir l'adresse d'un entier. OK? Donc, le type int, c'est le type de la variable que P va pointer sur. Int A, donc c'est une variable A avec un contenu 20. Après, donc P est égal à ce symbole avec A. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire P contient l'adresse mémoire de la variable A. Si, par exemple, parce que si on ne met pas ceci, c'est-à-dire que P va contenir A, alors que ce n'est pas ça. P va contenir ici l'adresse mémoire de la variable A, l'adresse mémoire. Si on veut, par exemple, accéder au contenu de la case mémoire pointée par P. Donc, si on veut accéder, on va mettre étoile P. Donc, comme ça, on peut accéder à la case mémoire pointée par P. Et donc, P ici pointe sur la variable A. Donc, le contenu de P, c'est le contenu de A. Donc, étoile P est égal à A. Donc, P tout court accède à l'adresse mémoire de la variable A. Étoile P accède au contenu de la variable pointée. On va prendre un autre exemple pour mieux comprendre. Donc, on a déclaration d'un pointeur P. On a déclaration d'une variable x de contenu qui est 5 et déclaration du y. Donc, on va affecter P à l'adresse du x et on va affecter à y la valeur
de contenu pointé par P. Donc ici, étoile P, c'est-à-dire le contenu de X. Parce que P pointe sur la valeur X. Donc étoile P, c'est-à-dire la valeur X, donc c'est 5. Donc étoile P, c'est 5 plus 1, donc 6. Donc 6 va être affecté à Y. Donc Y, X plus 1, donc Y est égal à 6. Étoile P va être affectée à étoile P, l'ancienne valeur, plus 10. On a étoile P déjà 5, plus 10 est égal à 15. Donc P, étoile P plus est égal à 2, c'est-à-dire P incrémenté par 2, cette écriture. Donc étoile P c'est X et l'ancienne valeur c'est X, donc X plus 2. Donc c'est la valeur ancienne de P c'est 15. Donc 15 plus 2 c'est 17. Étoile P++, donc c'est-à-dire on incrémente X par 1. Parce que étoile P c'est X. Donc X++, c'est-à-dire on a ajouté 1 à l'ancienne valeur qui est 17. Donc ça va être 18. Si on a une autre déclaration, étoile P, int A est égal l'adresse du P. Donc, alors P, ici, dans ce cas, contient l'adresse mémoire de l'entier A. Donc, cette écriture, c'est le contraire d'ici. Donc, ici, la P contient ici l'adresse mémoire de l'entier A. Donc, étoile P est un entier et étoile P, et ça va être égal à A. Un autre exemple. Donc, exemple 3, on a int i est égal à 3, int étoile p, donc pointeur p. Donc, ce pointeur va pointer sur la variable i. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un tableau où on va mettre les noms de variables, les adresses et les valeurs. Donc, pour la variable i, elle a une adresse. Ceci, c'est un exemple d'adresse. Et la valeur, c'est 3. Donc, P, quoi? P, donc c'est un pointeur qui a aussi une adresse, mais qu'il pointe, donc son contenu, c'est une autre adresse qui pointe sur I, d'après ici, dans le programme. Donc, la valeur de P, c'est l'adresse de I. Donc, c'est ça, le contenu de P. La valeur de contenu de P, c'est une adresse qui pointe sur I. Donc, c'est pour ça la même adresse. Étoile P maintenant. Étoile P, c'est elle a une adresse parce qu'on a dit que P pointe sur I. Donc, étoile P, elle a l'adresse de I et son contenu, bien sûr, le même que I. Donc, il va être 3. Donc, faites attention. C'est quoi l'étoile P? Donc, l'étoile P, c'est le même que la variable pointée. C'est comme on écrit ici, P est égal à l'adresse de I. Donc, c'est-à-dire le contenu de P va être le même contenu de I parce que P pointe sur I. Donc, du coup, elle a l'adresse ici la même que que I. Ici, l'étoile P1. Donc, merci bien pour votre attention. Donc, j'espère que vous faites plus d'exercices sur ce genre de notions pour mieux comprendre.